Vie et mort de Marie-Christine Odo. Marie-Christine Odo a 42 ans. C'est une jolie femme, blonde, grande et élégante, qui fait tourner les têtes. La femme de 42 ans est célibataire et vit avec ses parents au sein de la ferme familiale à Milly-la-Forêt, une ville située à 1 heure de Paris, non loin de Melun. Un matin de septembre 2009, comme presque tous les matins, Marie-Christine sort faire son jogging. En quelques minutes, tout bascule dans l'horreur. Marie-Christine ne reverra plus sa famille. Ses dernières paroles font froid dans le dos. L'auteur du meurtre de Marie-Christine a été retrouvé. Il a avoué. Le corps de Marie-Christine est retrouvé. Le meurtrier est jugé, condamné à perpétuité en 2011. Le meurtre de Marie-Christine est donc une affaire criminelle résolue. Mais son meurtre soulèvera la question de la récidive, qui sera au cœur des conversations à l'époque, ainsi qu'au tribunal. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti, bienvenue dans les vidéos du mercredi, dédiées aux affaires criminelles, aux disparitions, qu'elles soient résolues ou non, ainsi que quelquefois aux affaires étranges. Ce soir, je vous raconte l'histoire de la vie et de la mort de Marie-Christine Odo. Marie-Christine est une femme de 42 ans, sportive et très belle. Elle est assistante maternelle au sein de la ville de Milly-la-Forêt. Elle mène une vie stable de célibataire et vit dans la grande ferme familiale avec ses parents. Bref, tout va bien pour elle, et dans la petite ville de 5000 habitants environ, tout le monde la connaît plus ou moins. En tout cas, Marie-Christine est très appréciée, et elle n'a aucun ennemi. Ce 28 septembre 2009, vers 9 h du matin, Marie-Christine sort faire un petit jogging dans la forêt de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, à 20 minutes de Fontainebleau. Elle s'élance vers le bois de Garenne, une zone assez isolée, un peu à l'écart de tout, près d'Oncy-sur-École. Après peut-être 30 minutes de course, elle appelle les gendarmes. Marie-Christine est très calme, mais aussi très inquiète. Au bout du fil, elle déclare être en train de se faire enlever et que l'homme qui l'a retenue est armé d'un grand couteau. Elle donne le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture, sa couleur et sa marque. L'appel est de courte durée, un peu plus de 2 minutes. La voiture s'arrête, le coffre s'ouvre, le téléphone est balancé. Marie-Christine n'a pas eu le temps de dire où elle se trouve. Mais son appel à l'aide est pris très au sérieux. Les gendarmes entament de suite des recherches, car ils le savent, le temps est compté. Cet appel à l'aide, ces paroles, seront les derniers mots connus de Marie-Christine. En tout cas, les derniers entendus par des témoins, autres que son meurtrier. Une battue est rapidement organisée, mais ses premières recherches ne donnent rien. Un appel à témoins pour retrouver la voiture est aussi rapidement effectué. Une enquête intense mais courte commence. C'est une enquête extrêmement courte. Elle ne durera que 3 heures, car avec le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture, il sera facile pour les gendarmes de retrouver son propriétaire. Ils apprennent que le propriétaire de la voiture, patron d'une petite entreprise du coin, n'a plus son véhicule. C'est un de ses salariés qui lui a emprunté le dit véhicule. Et ils identifient un homme. Un salarié au profil plus qu'inquiétant. C'est un récidiviste. Quelques années auparavant, il agresse le 1er octobre 2000 une adolescente de 13 ans qui s'en sort par miracle, car elle lui aurait promis de ne pas le dénoncer. Et il la laissera partir. Il sera condamné à 11 ans de prison en 2002. Le mode opératoire est en plus le même que pour Marie-Christine. À sa sortie de prison en 2007, il a le toupet de s'installer près de sa première victime, à Échilleuse, à 300 mètres à peine de la maison d'adolescente. Manuel da Cruz est rapidement interpellé.
L'homme de 47 ans gardait l'immeuble d'une propriété privée et placé en garde à vue. Les gendarmes en sont certains. Marie-Christine n'est plus. Mais pour le moment, aucune trace du corps. Après 48 heures de garde à vue, Manuel Dacruz ne craque pas. Cependant, il avouera devant le juge d'instruction avoir enlevé, agressé puis tué Marie-Christine. L'ADN de Marie-Christine sera même retrouvé sur lui. Un voisin le verra au volant de la voiture qui a servi au crime vers 8h30 ce jour-là, devant l'hypermarché dont il se récolle. Les caméras de surveillance le confirmeront. Il gardera pendant quelques heures, pour lui, le lieu où le corps de Marie-Christine se trouve. Mais à 21h15 le 30 septembre, il indique aux enquêteurs la localisation du corps. Marie-Christine est retrouvée dans un trou sous des branches. Elle est nue. Manuel avoue avoir déshabillé le corps et avoir jeté les vêtements dans un lac ou un petit cours d'eau du coin. Il mettra malgré tout 4 mois à reconnaître l'agression. Après avoir été mis au pied du mur, avec tous les éléments contre lui, l'ADN, les témoins et les faits. Mais il ne reconnaît pas avoir voulu agresser et tuer Marie-Christine volontairement. Il raconte avoir eu une pulsion en apercevant Marie-Christine au loin. Cependant, quelque chose ne va pas dans ce scénario. Il avait sur lui, rappelons-le, un long couteau et du fil électrique. Ses outils de prédilection pour le passage à l'acte. Il y a eu préméditation. L'agression et le meurtre ont été délibérés. Des informations démontrent que Manuel Dacruz avait fait quelques repérages dans les environs et qu'il aurait choisi délibérément Marie-Christine. Peut-être. Après tout, elle passe dans le coin 2 à 3 fois par semaine. Il aurait très bien pu l'avoir repérée depuis longtemps. Manuel Dacruz est mis en examen pour enlèvement et séquestration en état de récidive légale. Le scénario du crime. Marie-Christine sort faire son jogging habituel. Mais sur sa route, après 30 minutes de course environ, elle croise la route d'un conducteur d'une Peugeot 106 grise. La voiture va la suivre lentement et le véhicule finira par s'arrêter. Un homme grand et trapu en sortira. Il est armé d'un couteau et il menace Marie-Christine qu'il fera entrer dans son coffre. Marie-Christine passe son appel à l'aide qui dure 2 minutes et le conducteur va entendre la conversation. Il arrête le véhicule préalablement emprunté à son propriétaire. Il sort du véhicule, ouvre le coffre et fracasse le portable. Manuel Dacruz prend la direction de Boissy-aux-Cailles, un lieu qu'il connaît bien. Il y avait agressé une enfant de 13 ans, Morgane Vallée, qui parviendra par miracle à s'en sortir. Il passe par Rumont. C'est là qu'il fait sortir Marie-Christine du coffre. Il l'attache à un arbre ou entre 2 arbres, cela varie en fonction des sources, à l'aide d'un câble électrique. Il l'agresse puis part, laissant Marie-Christine à son sort. Car Manuel Dacruz a une mission, disparaître. Il le sait bien, il doit impérativement se débarrasser de la voiture à tout prix. Elle est à son patron et l'on pourrait donc très vite remonter jusqu'à lui. Cela fait déjà trop longtemps qu'il est à son bord et depuis l'appel de Marie-Christine aux gendarmes, il le sait, le temps lui est compté. Il reprend la route, rentre chez lui, prend sa BMW et repart. Pendant ce temps-là, Marie-Christine parvient à se défaire de ses liens et à s'échapper. Elle longe la route, cherchant désespérément de l'aide. Comble de malheur, la seule personne qu'elle va croiser, c'est son agresseur, Manuel Dacruz. L'homme a changé de voiture et Marie-Christine s'en rend compte bien trop tard. Il va tuer Marie-Christine avec ses propres vêtements, malgré ses supplications, en l'étranglant. Il va ensuite cacher le corps sous des branchages à Butier. La traque des gendarmes ne dure que 3 heures. À midi, le suspect principal, Manuel Dacruz, est interpellé à son domicile.
Il est malheureusement trop tard pour Marie-Christine. Son appel à l'aide a permis d'identifier et d'arrêter son meurtrier, mais pas assez vite pour la sauver. Le procès de la récidive. Le procès s'ouvre le 2 novembre 2011 à la cour d'assises de l'Essonne. Manuel Dacruz est laconique. Le regard fuyant évite les questions. Il reste sur les faits, ne s'épanche pas dans l'émotionnel. Il n'éprouve aucune forme de remords et ne s'excuse pas auprès des proches. Le procès va mettre en avant les ressemblances entre l'agression de Morgan Vallée, sa première victime connue, et la traque, l'agression et le meurtre de Marie-Christine Odo. Car le scénario du meurtre de Marie-Christine ressemble à l'agression de sa première victime. Nous sommes le 1er octobre 2000. Il agresse muni d'un couteau une adolescente de 13 ans, Morgan Vallée, venue dans le domicile de Manuel pour y faire un peu de ménage. Il la contraint à se déshabiller dans sa chambre. Elle tente de s'échapper et reçoit un coup à la tête qui lui perfore le tympan. Marie-Christine, elle aussi, sera violemment frappée avant d'être enlevée puis agressée. Il place Morgan Vallée dans un van qu'il conduit dans un bois de Boissy-aux-Cailles, au sud de Milly-la-Forêt. Il la relâche après une longue après-midi de douleur. Pour l'agression de Morgan, Manuel Dacruz est condamné à 11 ans de prison. Pour les médecins psychiatres, Manuel Dacruz avait cette idée en tête depuis sa sortie de prison. Agresser, tuer, agresser, tuer, agresser, tuer. Cette idée va maturer dans sa tête. Il est décrit comme mythomane, ivre et incapable de gérer ses émotions. L'avocat général le qualifie d'individu dangereux. Sa dernière épouse restera à ses côtés, battue et malmenée jusqu'au meurtre de Marie-Christine Odo. Manuel Dacruz aurait tenté de mettre fin à ses jours pendant sa détention provisoire en novembre 2009. Au cours de ses gardes à vue et du procès, il aura bien du mal à évoquer le meurtre, ou en tout cas son passage à l'acte. En effet, en ce qui concerne la mort de Marie-Christine, il va modifier un peu son déroulé, déclarant ne pas avoir voulu la tuer. Cependant, les faits ont démontré le contraire, qu'il était très déterminé à tuer Marie-Christine, et qu'il n'aurait jamais, à aucun moment, relâché son étreinte mortelle. Il décrit la scène dans un propos glaçant. Je cite, « Je n'ai eu de pitié pour ma victime que lorsqu'elle est décédée. » Il déclare également que la simple vue de Marie-Christine, vêtue d'un jogging, lui avait permis de mettre en place le piège, un piège duquel Marie-Christine n'en sortirait pas vivante. Et que le fait qu'elle ait eu l'outrecuidance d'appeler le secours aurait scellé son destin. Il pensait, après l'appel de Marie-Christine, à toutes les conséquences de son appel à l'aide, la prison et tout ce qui s'ensuit. L'homme est resté froid, sans émotion, ni aucun regret. Sa première victime était présente au procès, pour soutenir la famille de Marie-Christine. Morgan Vallée, âgé à l'époque du procès de 24 ans, a publié un livre que je vous présente ici. J'ai toujours su qu'il recommencerait, aux éditions O-Éditions. Manuel Dacruz, 49 ans à l'époque, est condamné le 8 novembre 2011 à la peine de perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté pour enlèvement, séquestration, assassinat et agression sexuelle sur Marie-Christine, ainsi que d'un suivi socio-judiciaire. Avant le verdict, Manuel Dacruz déclare ceci, je le cite, « J'espère que j'aurai en face de moi des personnes, médecins et services sociaux, qui pourront me faire comprendre les raisons qui m'ont fait faire ça et m'empêcher de recommencer. » La question de récidive a fait bien entendu partie du procès, étant donné que Manuel Dacruz a déjà été condamné pour les mêmes faits, commis avec certes près de 10 ans d'écart, mais dans le même secteur et dans un calendrier proche, comme l'a souligné Morgan Vallée venue à la barre. Elle pensait même que Manuel Dacruz a certainement commis d'autres agressions, que l'homme est plus intelligent qu'il ne le laisse paraître. Le médecin psychiatre de Manuel Dacruz souligne un point important, que 85% des délinquants sexuels ne récidivent jamais. J'ai trouvé des chiffres sur le site de France Info.
que je vous mets également en barre d'informations. Il y aurait donc, selon le site, et ce que j'en ai compris, 5,6% des récidivistes de crimes sexuels dont le viol fait partie en 2016. Ces personnes sont en état de récidive légale. La récidive légale est, je cite, « La récidive légale vise toute situation pénale dans laquelle une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction pénale. La seconde condamnation pénale est donc en principe plus lourde que la précédente. » Il faut garder en tête que moins de 10% des victimes déposent plainte. Et pour les délits de nature sexuelle, qui sont le harcèlement, l'exhibition, le détournement de mineurs, le proxénétisme, c'est 19% de taux de récidive. J'ai trouvé les informations sur ce que sont les délits et les crimes sexuels sur le site Maxicours. J'ai consulté le site Légifrance pour être sûr. Et bon, je me suis perdue pendant 1 heure en fait. Mais de ce que j'ai compris, Maxicours a raison. Tant que ce n'est pas un viol ou une agression sexuelle commise sur un mineur, c'est un simple délit. Le jour des obsèques de Marie-Christine pose un voile obscur sur le village. Cette journée marque le village dans son ensemble, car tout le monde connaissait Marie-Christine. Les obsèques de Marie-Christine deviennent une journée de deuil pour tout le village. Cette affaire va mettre en avant les lacunes en ce qui concerne la récidive. Je cite les dernières lignes de France Info. Pour toute réponse, Nicolas Sarkozy avait fait ressortir des cartons une énième loi sur la récidive en 2010, prévoyant de renvoyer en prison ceux qui refusaient de se soigner. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,